Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur cette édition des AI Days. Vous l'attendiez toutes et tous. Et on va essayer au cours de ces 2 jours de vous redonner le sourire en parlant d'intelligence artificielle. Redonner le sourire, pourquoi? Parce qu'évidemment, on est tous un petit peu... C'est un peu la soupe à la grimace suite à la défaite des Bleus d'avant-hier soir. Voilà, petit parallèle au foot, c'est toujours important en début de journée. Et tout de suite, on va évidemment, et d'ailleurs, on va pas parler sport pendant 2 jours. Ce sera peut-être un sujet pour l'année prochaine, mais on a plein d'autres sujets qu'on va vous présenter dans quelques instants. En tout cas, on démarre pour les AI Days. C'est parti pour 2 jours autour de l'intelligence artificielle à la sauce bretonne. Et pour en savoir plus, je donne la parole tout de suite à Françoise Duprat, directrice du Technopôle Brest-Thieroise. Bonjour à tous, merci Frédéric. Effectivement, le parallèle avec le foot, il fallait absolument le faire. Ça aurait été dommage, sinon on t'aurait pas reconnu. Donc c'est la 2e édition, on est content de vous retrouver. Alors 2e édition qui prend de l'ampleur, qui se développe là pendant ces 2 jours. C'est plus de 50 intervenants qui vont intervenir pour animer 20 sessions et il y a plus de 200 inscrits. Donc merci à vous tous d'être présents au rendez-vous. Merci aussi à l'équipe qui s'est mobilisée parce que pour pouvoir monter toutes ces sessions, il a fallu trouver beaucoup de speakers qui ont accepté de jouer le jeu. Et c'est une équipe de partenaires qui se mobilise depuis déjà plusieurs semaines pour vous concocter ce programme très copieux. Merci également aux sponsors qui nous suivent et qui nous accompagnent. Donc on retrouve Capgemini, le Crédit Agricole, Arkea, l'ISEN et l'école Microsoft IA à nos côtés. Donc pendant ces 2 jours, vous allez pouvoir découvrir à la fois des enjeux, les initiatives du territoire et puis comprendre aussi comment se mettre en mouvement. Frédéric, tu nous en dis un peu plus sur le programme ? Oui, bien sûr. Effectivement, le programme, on travaille dessus depuis un certain temps avec le groupe de travail que je remercie chaleureusement. Ce qui est vraiment intéressant cette année, c'est que donc on est sur 2 jours, comme je vous le disais, tout en distanciel. On reviendra sans doute l'année prochaine sur du présentiel. Cette année, on a voulu donc évidemment étoffer le programme. Donc on a 20 sessions au programme, avec à la fois des sessions qui vont faire la part belle à des filières du territoire. Donc juste après, par exemple ici, à 11h sur le plateau télé, on parlera santé, avec une session pilotée par Adrien, que je salue du CHRU. Une session vraiment hyper intéressante avec plein de speakers sur différentes thématiques. Donc ça va être très intéressant. On va parler santé, on va parler mer, on va parler agro. On va également avoir des sessions qui ne seront pas forcément thématisées, mais qui feront la part belle aux métiers du numérique. On va parler éthique, on va parler diversité. Et on aura également plusieurs sessions qui seront en webinaire, pilotées par Stéphane, que je salue, qui va lui donner la parole à des apprenants autour de l'école Microsoft IA, pour comprendre les apprenants, pourquoi ils y sont allés, pour voir aussi des use cases, et pour aussi donner la parole à des entreprises qui se sont impliquées dans le dispositif et voir sur quel projet travaillent les apprenants. Donc ça va être hyper riche. Je vous rappelle que les sessions sont évidemment gratuites. Toutes les sessions sont accessibles également en replay, mais c'est pas une excuse pour nous quitter dès maintenant. On compte sur vous aujourd'hui et demain évidemment pour y assister, parce qu'en live c'est encore mieux. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? On a également veillé, donc on a à la fois, donc on va découvrir des filières du territoire, on va découvrir des startups locales. Je pense à Senx sur les objets connectés, qui va intervenir sur la session industrielle. Je pense à Ozoai sur la session médicale tout à l'heure. Je pense également par exemple à Optici dans le domaine maritime. Donc on va découvrir des startups du territoire. On va découvrir des hommes, des femmes. On a évidemment cherché, et ça a été un point de vigilance pour nous, à aussi donner la parole à des femmes qui interviennent sur les métiers d'intelligence artificielle, parce que c'est évidemment un univers qui n'est absolument pas dédié aux hommes. Donc ça, c'est un message également très important aussi à faire passer pour créer des vocations auprès de futurs apprenants, apprenantes notamment de l'école. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Non, on est pas mal. Donc en tout cas, si vous souhaitez passer l'information autour de vous, vous pouvez directement vous connecter sur le site ai-days.bzh, le bouton en direct en haut, et ensuite vous sélectionnez les sessions qui sont diffusées en direct. Et puis il y en aura pour tous les goûts jusqu'à demain soir. Françoise? Oui, alors pour les plus attentifs, vous aurez peut-être remarqué qu'on a changé le nom de cette animation. Donc cette année, c'est les AI Days.
ou AI Days, si on veut mettre le point BZH derrière pour le faire à la sauce bretonne. Alors pourquoi ce changement ? Parce que on a décidé d'inscrire ces 2 jours dans un plan territorial le plus ambitieux autour de l'intelligence artificielle. Ce sont des actions qui ont commencé il y a déjà 2 ans et qu'on a décidé de structurer. Donc depuis 2 ans, on a commencé à travailler, tous avec tous les partenaires du territoire. Ça s'est concrétisé bien sûr avec l'implantation de l'école Microsoft IA. D'ailleurs, à cette occasion, on en profite pour faire un appel aux candidats. On a eu la bonne nouvelle, il y aura une seconde promo qui va démarrer au mois d'octobre. Donc les candidatures vont être ouvertes dès cet été et n'hésitez pas vraiment si ces 2 jours peuvent vous servir et vous être utiles pour vous motiver à vous inscrire, lancez-vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre déjà en mouvement ? Il y a un meet-up Data Science qui réunit plus de 400 personnes sur le territoire, qui est animé par Maxime Avez et qui donc anime très régulièrement des meet-ups sur les thématiques liées à l'IA. On lance également à l'occasion de ces 2 jours le BrestLab ISIA. Là, c'est quoi ? Là, c'est un dispositif qui va permettre aux entreprises qui souhaitent tester l'IA dans leur organisation, de pouvoir accéder à la fois à des compétences, à du financement pour pouvoir vraiment faire un test grandeur nature. Et puis pour retrouver toutes ces informations, la mise en ligne d'un site internet dédié où vous pourrez recenser les initiatives et vous informer. Donc brestisai.fr, d'où ce nom qu'on a réservé à cette démarche plus globale. Donc n'hésitez pas, après ces 2 jours, vous connectez-vous et suivez les initiatives du territoire. Inscrivez-vous, participez, mettez-vous en mouvement. Et parmi les initiatives du territoire, peut-être rappeler également que la démarche est hyper vertueuse, puisque par exemple certains des partenaires, je pense à la ville de Brest, je pense au Telegram, qui vont avoir une démarche également Open Data, donc pour mettre à disposition les données, pour permettre donc vraiment cette démarche d'ouverture collaborative, pour on va dire élever le plateau de jeu et faire travailler les acteurs ensemble. Et aujourd'hui, je pense que c'est une des vraies forces aussi de l'événement et de notre territoire ouest-breton, c'est de jouer collectif, c'est avoir une grande porosité entre différentes typologies d'acteurs, qu'ils soient start-up, ETI, grands groupes, écoles, etc. On joue vraiment collectif, pour reprendre une petite analogie sportive. Voilà, je pense qu'on en a suffisamment dit pour cette partie introductive. On va passer la main à Henrik pour la première masterclass d'ouverture. On va parler des enjeux de l'IA. Attention, on met un peu la pression, la barre est haute. En tout cas, on est ravis, Henrik, de vous accueillir sur le territoire. Ça fait écho évidemment à la récente ouverture il y a quelques mois de l'école Microsoft avec la venue de Carlo Porasanta sur le territoire. Et puis je pense que c'est un formidable message qui est également donné aux entreprises du territoire, puisque ça leur donne des opportunités de développement, de collaboration, d'utilisation de la plateforme. Bref, là aussi, quand je parlais d'élever le plateau de jeu, je pense qu'on s'y retrouve. Henrik, je vous passe la main. Je suis ravi d'être avec vous et c'est vrai que c'est une belle opportunité d'être présent au sein de l'écosystème. Ce qu'on essaye de faire avec les écoles Microsoft IA, Powered by Simplon, c'est vraiment pouvoir créer des nouveaux talents sur le territoire, mais ces nouveaux talents, il faut effectivement les utiliser pour les cas d'usage qu'ici les petites, les moyennes ou les grandes entreprises vont pouvoir avoir envie de saisir comme opportunité. Et ça va être un peu l'objet de cette masterclass, que de se dire un peu comment on se lance et quels enjeux il y a. Et je pense que je vais toucher du doigt beaucoup de choses qui seront après creusées dans votre programme, aussi bien l'éthique, aussi bien les cas d'usage, aussi bien les métiers, les compétences. Donc une séance en mode masterclass d'introduction pour tout le reste de ce magnifique programme, et je vous félicite pour ce beau panel. C'est parfait, je vous laisse la main et puis je reviendrai tout à l'heure en fin de session, sans doute avec des questions posées par le public en ligne. Comme ça, on aura le côté interactif pour être au plus près des attentes des internautes. Merci beaucoup. Tout à l'heure. Alors on démarre, je vais juste regarder le timing, comme ça on va essayer d'être dans les temps pour prendre le plus possible
de questions et vous apporter des réponses pour les personnes qui seraient intéressés, qui seraient en direct. Donc bonjour, moi je suis Henrik Lopez, je suis directeur de l'intelligence artificielle chez Microsoft France et aujourd'hui je voudrais partager avec vous un petit extrait en fait d'une démarche, une AI Business School. C'est un contenu qui est disponible en ligne mais également en mode présentiel pour partager avec vous un certain nombre d'éléments. Et ces éléments sont venus d'un constat. En fait, si on a posé pas mal de questions à un certain nombre d'organisations et de structures sur est-ce qu'ils voient l'intelligence artificielle comme un élément stratégique pour leur développement. Et on constate effectivement que plus de 90% des organisations, des entreprises disent qu'effectivement l'IA va être un enjeu stratégique majeur dans les années à venir. Et en même temps, de l'autre côté, vous voyez qu'il y a à peine plus de 35%, 37% qui se sont vraiment lancés dans cette démarche. Et en fait, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de freins ou de barrières à lever pour pouvoir enclencher cette démarche vers l'intelligence artificielle, que ce soit de comprendre ce que l'on peut faire avec l'intelligence artificielle, trouver ses premiers cas d'usage, se lancer et avoir une première approche, impliquer les métiers, des notions de compétences, etc. Enfin, on va toucher du doigt tous ces sujets-là. Donc avec cette petite session et cette AI Business School plus globalement, on a vraiment envie de donner les clés de lecture et les clés de l'engagement aux organisations, aux décideurs, aux managers de se lancer vraiment dans l'intelligence artificielle. Alors, on va commencer par un premier chapitre, si vous me permettez, qui serait plutôt comprendre un petit peu ce que c'est que l'intelligence artificielle. Alors, on peut déjà se poser une première question, c'est pourquoi on en parle autant ces dernières années et pourquoi ça s'accélère. Puisque c'est une technologie, si vous regardez un peu la littérature, que l'on voit apparaître vers la fin des années 50. En fait, on est à une conjonction de facteurs depuis une grosse décennie qui permettent l'accélération des scénarios d'usage. Parce que des scénarios d'intelligence artificielle dans la vie de tous les jours, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais depuis la fin des années 90, il y en a. L'exemple que j'aime bien donner, c'est effectivement l'utilisation de la reconnaissance visuelle des codes postaux sur les enveloppes. Et ça, c'est mis en œuvre par la Poste depuis la fin des années 90. Mais aujourd'hui, avec la puissance de calcul que le cloud computing apporte, avec la quantité de données dont nous disposons aujourd'hui et que l'on génère en permanence, et avec effectivement les progrès en algorithmie, surtout depuis les années 2000-2010 avec le deep learning, donc l'apprentissage profond, on a une accélération. Donc la conjonction de ces trois facteurs font qu'on a énormément de scénarios d'usage qui arrivent aujourd'hui et qui sont réalisables avec de l'intelligence artificielle. On parle d'intelligence artificielle et de progrès en algorithmie. Ça paraît peut-être abscon. Donc pour le rendre un petit peu plus concret, je vous ai mis quelques dates importantes et vous allez voir un peu l'accélération. Ça, ce sont des records qui ont été obtenus sur des tests marchés par des chercheurs côté Microsoft. Regardez, en 2016, on était à parité avec l'humain pour reconnaître des objets dans des images. On a aussi atteint des records en termes de transformation de la parole en texte, donc le speech to text, avec un niveau d'erreur inférieur à 5%, alors qu'un humain est aux alentours de 5,9%, etc., etc. Vous voyez que l'algorithmie aujourd'hui permet de faire en sorte que les services cognitifs, les moteurs d'intelligence artificielle qui vont travailler sur des scénarios très pointus, très spécifiques, vont être aussi bons, voire même un petit peu meilleurs qu'un humain. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que l'IA est beaucoup plus performante qu'un humain, d'une manière générale. On va tout de suite balayer les fantasmes d'intelligence artificielle générale ou de super intelligence artificielle. Là, on est vraiment sur des fonctions très spécifiques et on va voir que c'est ça qu'on va pouvoir utiliser et qu'on est loin de ces sujets de science-fiction liés à l'IA. Alors, si on devait se donner une définition de à quoi ça sert ou qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, vous l'avez là exprimé dans un langage qui est très simple. C'est clairement la possibilité d'automatiser un certain nombre de tâches pour faire trois choses. Alors,
les choses, la manière dont on les a formulées là, c'est avec des verbes qui sont très proches de nous humains, mais qui vont nous permettre de mieux appréhender les concepts. La première chose, c'est que l'intelligence artificielle va nous permettre d'automatiser un certain nombre de choses pour comprendre ce que l'on a dans nos données. Comprendre les données, comprendre son environnement, comprendre ce qu'il y a dans des images, comprendre ce qu'il y a dans des vidéos, comprendre le texte qui était écrit ou la parole que je suis en train de prononcer. À partir de ces données, c'est aussi permettre à des algorithmes de trouver des schémas qui se reproduisent et donc de raisonner pour arriver à une conclusion. Donc ce côté raisonner, c'est essayer de faire en sorte que l'intelligence artificielle, les algorithmes vont trouver des schémas, des patterns et proposer des conclusions. Et enfin, un autre verbe pour caractériser l'intelligence artificielle, ce serait le côté interaction. Effectivement, avec l'intelligence artificielle, on a une collaboration entre l'homme et la machine qui est beaucoup plus naturelle. Et donc, ce côté interagir, c'est un des verbes qui nous permet de définir ce que c'est que l'IA. Après, si on rentre un petit peu plus dans le détail, quelles sont les grands, entre guillemets, catégories d'apprentissage machine? Alors là, je vous en ai mis 3. Il y a l'apprentissage que l'on appelle supervisé. Donc là, c'est effectivement, un humain, entre guillemets, si vous me permettez, va donner des informations à la machine en supervisant le travail, c'est-à-dire qu'on va donner un certain nombre d'images en disant, dans ces images, il y a des avions, dans ces images, il y a des chats, dans ces images, il y a des voitures, et dans celle-ci, il n'y en a pas. Et on va, en donnant cette information, permettre à l'intelligence artificielle d'apprendre à reconnaître automatiquement ce qu'il y a à l'intérieur. Après, il y a de l'apprentissage non supervisé. On donne une catégorie de données et les traitements algorithmiques vont pouvoir faire un certain nombre de choses. Et puis, il y a l'apprentissage par renforcement, qui est un peu le principe, non pas du bâton et de la carotte, mais de la carotte. C'est-à-dire, on se donne un objectif, et plus on s'approche de l'objectif, plus on donne, entre guillemets, un bon point à l'algorithme ou à la machine pour qu'elle continue dans cette direction-là. Alors ça paraît encore très abscon, mais je vais de plus en plus rentrer dans le détail pour vous expliquer un petit peu ce que c'est et ce que ça permet de faire, et après on rentrera dans les cas d'usage. Si on prend l'apprentissage supervisé, clairement, l'apprentissage supervisé, c'est ça qui va nous permettre de reconnaître, par exemple, des visages. C'est ça qui va nous permettre de reconnaître, si on se met dans le monde de la santé, des points sur une imagerie médicale, par exemple, qui pourraient être des tumeurs. C'est ça qui va nous permettre de reconnaître, par exemple, des expressions faciales. Mais c'est aussi ça qui va nous permettre de prédire un nombre ou une courbe. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je vous donne un certain nombre de points et que je les dessine comme ça, vous allez être capable de savoir que le prochain est ici. Parce que vous avez fait, intellectuellement parlant, cette petite équation que je dis, tiens, il est en train de tracer une droite, donc je sais à peu près quel est le prochain point. Si je suis dans un apprentissage non supervisé, donc là, je vais par exemple être capable de faire des catégories d'objets. Par exemple, au milieu de ce slide, vous voyez, il y a des catégories qui ont été faites, et ces catégories, ça nous permet de créer des clusters. Et si vous prenez des cas comme par exemple Netflix ou Spotify, quand ils recommandent par exemple une série ou un groupe de morceaux de musique qu'il vous suggère, c'est parce qu'en fait, l'intelligence artificielle a permis de créer des groupes de toutes les personnes qui écoutent ce type de musique, aiment ou aimeraient ce type de musique-là. C'est aussi un bon moyen, si on analyse un certain nombre de données, d'avoir des scénarios. Par exemple, un des scénarios qui est assez intéressant, c'est la maintenance prédictive. Imaginez qu'on mette des capteurs sur des machines-outils et qu'on regarde en permanence le fonctionnement de ces machines. Donc on a un schéma de fonctionnement qui se produit avec un certain nombre de sensors. Prenons par exemple un ascenseur. Et on va commencer à avoir aussi des schémas qui se précisent quand ils tombent en panne. La porte qui ralentit ou des vibrations qui se produisent à tel et tel endroit. Si je suis capable d'analyser et de voir ce schéma se produire ou être en train de se produire, je peux anticiper qu'il va y avoir une panne et donc envoyer un technicien avant que cela se produise. Et si on rentre dans un autre scénario, toujours dans la partie apprentissage non supervisé, regardez le nuage de points qui est à droite du slide, vous voyez qu'il y a plein de points. Un point, c'est par exemple le comportement
d'un usager en train d'utiliser sa carte bancaire. Ce n'est pas juste une information, c'est un ensemble d'informations. Et vous voyez qu'il y a un nuage de points qui est à peu près le même. C'est la manière dont on utilise son compte en banque, ses opérations bancaires, etc. En revanche, vous avez un point qui est complètement sorti de ce nuage de points. Et ce point-là, c'est peut-être effectivement un comportement illicite. C'est grâce à des technologies effectivement en apprentissage non supervisé qu'on va pouvoir faire de la détection de fraude, par exemple. Qu'est-ce qu'on a comme exemple autour de l'apprentissage par renforcement? Alors l'apprentissage par renforcement, le principe est très simple. Vous ne donnez pas les règles du jeu, si je puis dire, à la machine. Vous lui dites l'objectif c'est de partir du point A et d'aller au point B et débrouille-toi. Par contre, à chaque fois que tu te rapproches du point B, tu gagnes un bon point. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un jeu comme Pac-Man, vous ne donnez pas les règles du jeu, vous dites juste il faut manger toutes les pastilles, et plus l'ordinateur mange de pastilles, plus il gagne de points. Donc au départ, il va effectivement jouer contre lui-même, si je puis dire, par tâtonnement. Il va apprendre à se déplacer, il va apprendre qu'en fait, effectivement, il peut aller manger des pastilles à droite, à gauche. Il va finalement découvrir que les fantômes, quand il y a une percussion entre un fantôme et lui-même, il a perdu. Il va s'apercevoir aussi que quand il mange les grosses pastilles, il peut manger les fantômes. Et il apprend en fait automatiquement, par tâtonnement, à jouer à Pac-Man. Et au bout de 5000 parties, il va être capable de réussir le jeu aussi bien que quelqu'un qui aurait eu les règles du jeu. Donc ça, c'est une technologie aussi d'intelligence artificielle qui peut être utilisée. Alors, ce qui est important de comprendre, et on va le dire tout de suite, souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, on imagine que cette intelligence artificielle, elle relève de la recherche ou alors elle relève de la data science. C'est-à-dire qu'il faut des palanquets de data scientists pour pouvoir mettre de l'intelligence artificielle dans son organisation, dans ses applications, etc. Ça, effectivement, c'est vrai que ce dont on vient de parler, les records, l'apprentissage par renforcement, etc., historiquement, ça vient de la recherche. Mais aujourd'hui, pour beaucoup de scénarios d'intelligence artificielle, on n'est pas obligé d'avoir recours à des data scientists. Aujourd'hui, ces intelligences artificielles, ces algorithmes, si vous me permettez d'être plus précis, ont été pré-entraînés, ont été packagés et ils existent sous forme de briques logicielles, de briques de base que l'on va pouvoir prendre sous forme d'API et d'intégrer dans ces applications. Donc c'est très important de comprendre que tout ne se résume pas à du sur-mesure. C'est comme si on prenait aujourd'hui un exemple de la mode. Il n'y a pas que la haute couture qui existe. On a aussi du prêt-à-porter, si vous me permettez l'expression. Et donc c'est très important de se dire dans certains cas d'usage, et on va en voir quelques-uns, que l'on peut très rapidement mettre en œuvre de l'intelligence artificielle en utilisant des briques déjà pré-entraînées. Mais pour certains autres cas d'usage, peut-être beaucoup plus pointus, il va falloir alors développer ou améliorer ces algorithmes avec ses propres données, avec son propre contexte, avec son propre besoin. Alors tout de suite, on rentre dans la partie cas d'usage. Et on va avoir des cas d'usage que j'ai plutôt classés par technologie plutôt que par secteur d'activité. Alors prenons par exemple le sujet de l'analyse prédictive. En fait, effectivement, on peut, avec de l'intelligence artificielle, piloter par exemple sa performance financière, c'est-à-dire être capable de regarder la manière dont fonctionnent ces ventes et faire de la prédiction sur là où on va atterrir, si tel et tel paramètres sont en jeu, ou alors si on simule, imaginons qu'on augmente son investissement marketing, qu'on diminue son prix par rapport à sa concurrence, quel va être l'impact sur sa performance des ventes. On a par exemple un cas d'un client qui a identifié plus de 250 critères, à peu près 80% de sa performance commerciale, il a pu l'exploiter
expliquer avec un certain nombre de critères. Et une fois qu'il a eu ces critères, il a pu tout à fait les pondérer et il est capable donc maintenant de se dire, voilà, en fonction de ma stratégie commerciale, de ma stratégie de positionnement, quel va être l'impact sur mes ventes. On peut aussi tout à fait mettre en œuvre ce qu'on appelle la maintenance prédictive. On en a un petit peu parlé. Si vous équipez vos machines, outils de capteurs et que vous analysez les données de ces capteurs, vous allez pouvoir voir des schémas se produire et notamment anticiper les schémas qui correspondent à une panne et donc envoyer à un technicien entre guillemets réparer ou changer la pièce avant que la panne se produise. Ça, c'est extrêmement important. Mais imaginez que dans certaines industries, on a aujourd'hui des machines qui sont 30% du temps en maintenance parce qu'elles sont extrêmement complexes. Imaginez si vous gagnez 5-10% de productivité sur ces machines, le gain opérationnel que ça peut représenter. On a bien entendu des scénarios de type gestion des stocks que l'on peut faire de cette manière-là, mais on a aussi l'amélioration de l'expérience utilisateur. Imaginez que vous analysez sur votre application, sur votre site web, les comportements des usagers, vous allez pouvoir améliorer l'expérience utilisateur d'une application, d'un site web ou d'un scénario quel qu'il soit. Si on parle maintenant de la catégorie de vision par ordinateur, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut faire énormément de choses. Déjà, il y a quelque chose qui est extrêmement connu, c'est être capable de reconnaître des caractères sur des documents. Donc on prend des formulaires et automatiquement on les scanne et on reconnaît ce qu'il y a écrit, on sait où est l'adresse du fournisseur, on sait automatiquement retrouver la bonne information, le prix, le nom, l'adresse, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais après, il y a des scénarios qui peuvent être intéressants en termes de gain de temps. Si on prend un exemple sur lequel on a travaillé, par exemple, alors c'est une grande entreprise, mais c'est la SNCF, sur les cartes étudiants. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, la demande de cartes étudiants est faite avec des photos. Si moi, j'ai envie de mettre une photo d'un chien ou une photo d'une personnalité célèbre plutôt que la mienne, je peux le faire. Le problème, c'est que derrière, je fais une demande qui ne sera pas recevable. Si ce traitement il est fait manuellement, vous imaginez combien c'est fastidieux que de devoir traiter et d'essayer de détecter les petites facéties des demandeurs qui auraient mis la photo d'un personnage célèbre pour une demande de carte de transport. Donc en utilisant l'intelligence artificielle et en l'occurrence là la reconnaissance d'images, d'objets ou de personnes célèbres, on va dégrossir, si je puis dire, ce travail-là. On peut aussi se dire, par exemple, sur un cas, en l'occurrence c'est Uber aux États-Unis, qui se sont dit j'ai besoin moi de garantir que c'est le bon chauffeur qui est à bord du véhicule. Quand je dis c'est le bon chauffeur, c'est le chauffeur que vous réservez et qui a 4, je ne sais combien d'étoiles, qui est bien là, c'est pas quelqu'un d'autre à qui il a prêté sa voiture. Le seul moyen qu'ils ont trouvé pour ce faire, c'était de se dire peut-être que sur l'application chauffeur, on va mettre de la reconnaissance faciale et comme ça le matin le chauffeur s'authentifie et on garantit pas à 100%, mais on permet de valider que c'est le bon chauffeur. Et puis un autre exemple qui est intéressant en termes de computer vision, de vision par ordinateur, c'est être capable de détecter effectivement, est-ce que je porte le masque ou est-ce que dans mon usine le personnel a mis sa charlotte ou son casque, ou imaginez un objet qui aurait été laissé ou qui traînerait ou qui serait dans une situation pas adéquate. Il y a énormément de scénarios qui sont possibles. Alors, je vous cite des scénarios, mais ces 3 scénarios que vous avez à l'écran ou ceux que je viens de vous citer ont été mis en œuvre avec des briques de logiciels pré-entraînés, avec ces fameuses API. En l'occurrence, pour mettre en œuvre la reconnaissance de texte ou pour mettre le cas Uber, par exemple. Uber, ça a beau être une boîte de tech, hein. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de développeurs qui travaillent chez Uber. C'est pas cœur métier pour eux que de développer un moteur algorithmique de reconnaissance faciale. Autant le prendre sur étagère et ne passer que 3 semaines à l'intégrer dans l'application chauffeur. Quand je vous dis 3 semaines, c'est le temps réel. Donc, on est là avec des briques de logiciels qui sont déjà préentraînées, qui répondent à un service très concrètement et que l'on peut intégrer en quelques semaines de développement sous réserve qu'on ait effectivement les bonnes compétences, donc des bons développeurs en intelligence artificielle et là, pas besoin de data scientist.
On reviendra sur où est-ce qu'on peut trouver des bons développeurs en IA sur la région. Je pense que vous avez un petit indice qui a déjà été donné, puis on en reparlera tout à l'heure. Si je prends la partie computer vision, mais là, cette fois-ci, en mode, on va dire, personnalisé. Et bien là, dans le cas, par exemple, de Shell, l'idée a été de se dire il faut que l'on puisse détecter les comportements illicites dans une station-service du consommateur. Alors, c'est quoi un comportement, pas forcément illicite, pardon, un comportement anormal. Alors, c'est quoi un comportement anormal dans une station-service? Alors, je sais que certains vont bondir sur leur chaise en m'entendant, mais c'est effectivement des personnes qui seraient en train, par exemple, de fumer une cigarette en même temps qu'elles remplissent leur réservoir d'essence. Oui, il y en a qui le font. Alors, comment on fait pour détecter ce type de comportement? Alors, ça peut être aussi le vol à la tire ou des choses comme ça. Comment on détecte ce type de comportement? On développe des modèles algorithmiques, là, cette fois-ci, spécifiques. Et ce modèle algorithmique, une fois qu'il est entraîné, on le déporte dans la caméra de vidéosurveillance, cette caméra n'ayant même plus besoin d'être connectée au cloud. Donc là, on a cette intelligence artificielle qui est déportée dans l'équipement de proximité, ces fameux Intelligent Edge ou Edge Computing. On traite l'information avec de l'intelligence à proximité. Et là, cette information, elle est identifiée et elle est passée directement, par exemple, à la personne qui est à l'intérieur de la station-service pour qu'il puisse arrêter la pompe à essence. Alors, une autre catégorie qui est assez intéressante, c'est ce qu'on appelle le knowledge mining. C'est comment aller chercher de l'information et corréler cette information, par exemple, dans une foule de documents comme cela. Je pense que, bon, je ne dis pas que tous nos bureaux ressemblent à ça ou nos organisations ressemblent à ça, mais vous êtes forcément conscient que l'on est assis sur une quantité de données qui, certes, n'a peut-être pas encore été numérisée ou qui vient juste d'être numérisée, mais qui, si nous utilisions l'ensemble des informations qu'il y a dans toute cette documentation et que l'on était capable de la corréler, nous apporterait énormément d'informations. En l'occurrence, l'exemple que j'aime bien donner, parce que c'est une démo qui est publique, vous pouvez aller la chercher sur AI Demos côté Microsoft, aka.ms/JFK, John Fitzgerald Kennedy. Vous prenez les 30 et 40 000 documents rendus publics sur l'affaire JFK et en fait, ils ont été scannés et ils ont été, on a mis des... Le code est en open source sur GitHub. On a mis en œuvre beaucoup de services cognitifs pour analyser tous ces documents. Ces documents, aujourd'hui, on est capable de faire de la corrélation entre eux, d'identifier où est-ce qu'on parle de Lee Harvey Oswald, avec qui il était connecté, une certaine Sylvia Durand. Cette Sylvia Durand, elle était connectée avec une ambassade à Cuba, avec le KGB, etc. Imaginez que à partir de votre base de données documentaire qui a été numérisée, vous soyez capable rapidement de la crawler, d'aller chercher de l'information, mais de corréler cette information. Vous voyez tous les cas d'analyse de documents contractuels, de compréhension de plans, de corrélation d'informations dans des secteurs financiers, juridiques, etc. Tous les scénarios qui sont possibles. Et ça aussi, c'est déjà faisable avec des briques de logiciels qui existent et que l'on peut carrément intégrer et qu'on peut même intégrer dans sa suite collaborative pour aller analyser ces documents. Et puis, le dernier thème technologique que l'on va aborder, c'est effectivement le côté conversationnel. Alors, on est tous familiers avec les agents conversationnels. On en a dans nos téléphones, on en a dans nos enceintes connectées. Et puis, on a surtout entendu parler ou testé déjà des expérimentations avec les fameux chatbots. Sachant qu'il y a pas mal de chatbots qui ne sont pas très IA. En fait, il y a beaucoup de scénarios qui sont extrêmement intéressants avec ces agents conversationnels. Alors, on a des scénarios très B2C, très tournés grande consommation pour aider un usager à retrouver son information sur un site web, etc. Mais on a aussi des scénarios qui sont tourner vers les employés. Imaginez que vous pouvez aujourd'hui mettre dans les mains de vos collaborateurs, de vos téléconseillers par exemple, des outils qui leur permettent d'avoir de l'information. Imaginez vous avez un téléconseiller qui a un agent conversationnel qui est son compagnon. L'agent conversationnel est connecté avec son outil par exemple de CRM, va regarder les informations clients et va lui surfacer, lui remonter les bonnes informations par rapport à la conversation qu'il est en train d'avoir avec son client pour lui recommander tel ou tel contrat, telle ou telle information. Donc il y a énormément de scénarios d'agents conversationnels qui peuvent être mis en œuvre et qui ont de la pertinence. Si on prend par exemple
cette période que l'on vient de passer au début de la crise Covid, par exemple, mettre un agent conversationnel qui répond à 80% des demandes les plus courantes dans un service médical, par exemple aux Hospices civils de Lyon, pour rapidement désengorger les demandes d'informations, parce que beaucoup d'informations étaient disponibles, ça permet au personnel soignant de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et puis d'apporter l'information pertinente la plus rapidement possible aux usagers. Alors, on ne peut pas parler d'intelligence artificielle sans parler effectivement des enjeux éthiques. Et donc, on va parler un petit peu d'IA responsable. Parce que derrière toutes ces opportunités, tous ces cas d'usage, il faut bien être conscient que quand l'on va designer de l'intelligence artificielle ou utiliser des intelligences artificielles ou de la mise en œuvre d'algorithmes, il y a peut-être des principes autour de l'IA éthique, de l'IA responsable à avoir en tête et peut-être des actions à mettre en œuvre, enfin, très certainement. Après, en fonction de votre maturité, de vos cas d'usage et puis de votre avancée vers l'IA. Je ne suis pas en train de dire que dès le début, une petite organisation qui va utiliser des API de services cognitifs pour scanner des notes de frais doit se poser ces questions d'éthique. Mais c'est important, puisqu'on est là à parler de l'intelligence artificielle dans ses grandes largeurs, que l'on aborde ces sujets. Alors, sur ces sujets d'IA responsables, j'aimerais que l'on touche les trois grandes catégories, les principes, les pratiques et la gouvernance, et puis bien entendu la dimension outils. Alors en termes de principes, vous voyez là affichés 6 grands principes. En fait, c'est les principes que l'on s'est donnés chez Microsoft. Ça fait plus de 5 ans qu'on travaille sur ces sujets d'IA responsable et d'éthique en interne à tous les niveaux de l'organisation, à un niveau international, à un niveau local et autres. Et ces principes, là, vous les voyez au numéro 6. Beaucoup d'organisations et de sociétés et d'entreprises qui ont travaillé ont leur propre charte ou leurs propres principes. Certains en ont 8, d'autres en ont 10, 12. Mais derrière, l'état d'esprit se recoupe et on retrouve les mêmes concepts. Donc je vais balayer rapidement ce qu'il y a derrière ces 6 grands principes. Le premier, c'est effectivement celui dont on entend peut-être le plus parler et celui qui est le plus entre guillemets, qui vient le plus rapidement en tête, c'est celui de l'équité. En fait, on en entend souvent parler où on parle de biais des algorithmes. Alors, il n'y a pas de biais dans les algorithmes, mais il y a plutôt des biais dans les datas. Donc, les biais liés à l'intelligence artificielle. Alors, c'est quoi les biais liés, par exemple, aux data? Si aujourd'hui, je prends l'ensemble des... imaginez que je sois... une organisation et je me dis tiens, je voudrais un modèle prédictif pour m'aider à adapter le bon salaire en fonction d'un candidat en face de moi à job équivalent. Donc je vais prendre l'ensemble des salaires des hommes, l'ensemble des salaires des femmes en fonction des jobs, je vais mettre ça dans un moteur et puis je vais créer un algorithme et puis derrière je vais avoir un moteur de recommandation à chaque fois que j'aurai un candidat en face de moi en fonction de son profil et en fonction du job qu'il va vouloir occuper, j'aurai une recommandation de son salaire. En fait, l'outil va parfaitement fonctionner, mais il va parfaitement reproduire le biais qu'il y a dans les données et on sait très bien le biais qu'il y a dans les données puisque malheureusement, on n'a pas cette parité entre les salaires des femmes et les salaires des hommes à job équivalent sur la situation actuelle. Donc en fait, c'est très facile malheureusement de reproduire un biais, en l'occurrence là c'est un biais de société. Mais c'est aussi assez pernicieux parce que ces biais peuvent être cachés, si je puis dire, ou pas forcément visibles. Là, vous voyez à l'écran à droite un des premiers papiers de recherche sur ce sujet par des chercheurs de Microsoft, sur une technologie qui s'appelle le word embedding, être capable de faire de la corrélation, si je puis dire, entre les mots. Si vous voulez faire en sorte que, mathématiquement, ça se fait avec des vecteurs, mais grosso modo, chaud, c'est assez proche du champ sémantique de tiède, de brûlant, etc. Imaginons qu'on utilise cette technologie d'analyse sémantique et de champ sémantique sur des textes. Et on s'aperçoit
que, y compris sur une langue anglaise qui est relativement peu genrée, et c'est le titre de l'article là, on s'aperçoit que dès qu'on parle d'ordinateur, on est beaucoup plus dans un champ lexical qui est proche de l'homme, et dès qu'on parle de travail ou travaux ménagers, on a un champ lexical qui est beaucoup plus proche de la femme. Donc dans la manière dont on s'exprime, dans la manière dont on écrit, eh bien, et dans ces datas-là, il y a effectivement des biais. Donc c'est malheureusement très facile de reproduire ces biais et de créer une IA qui va être biaisée. Un autre exemple, ce tristement célèbre exemple, donc cette application existe toujours, Face App, et donc c'est une application, vous prenez en photo, vous appliquez un filtre sur la photo, vous pouvez devenir une femme si vous êtes un homme, vous pouvez devenir plus jeune, plus vieux, et puis ils avaient créé un filtre qui s'appelait plus hot, je crois, devenir un peu plus sexy. Si vous regardez le filtre plus hot, c'est en haut à droite. Cette personne, le fait de devenir plus sexy, si c'est une personne de couleur, elle devient plus blanche. Pourquoi ? Parce que le moteur d'intelligence artificielle, il a été entraîné sur un set de données qui étaient principalement des personnes de couleur blanche. Et ça, c'est assez pernicieux parce que même, par exemple, côté Microsoft, on a dû améliorer nos algorithmes de reconnaissance faciale, etc. parce qu'on n'avait pas des bons résultats sur, par exemple, des personnes de couleur avec un fond pas assez contrasté. Donc, il n'y a pas forcément un biais qui va impacter d'un point de vue société, mais si on ne fait pas attention à ces datas, on a cette problématique d'équité, cette problématique de performance de l'algorithme, et on peut avoir effectivement des conséquences relativement importantes. Donc, comment éviter très tôt cette problématique et prendre en compte cette problématique d'équité en fonction de ce que l'on met en œuvre, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Vous avez quelques considérations là qui sont expliquées. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, on n'aura pas le temps, mais je vous donne quelques clés de lecture sur ce qu'il faudrait mettre en œuvre. Et c'est très rapide, c'est très pernicieux, ces histoires de biais. On a travaillé par exemple dans le domaine médical. Imaginez, on essaye de créer un moteur algorithmique pour aider à identifier très rapidement les patients ou les patientes qui doivent aller en service d'urgence respiratoire en fonction d'un certain nombre de critères quand elles arrivent en entrée. Et puis ça fonctionne bien jusqu'au jour où la personne qui arrive est asthmatique et le moteur ne recommande pas d'aller dans les urgences respiratoires. Pourquoi ? Parce que c'est d'une évidence rare que quand on est asthmatique et qu'on a quelques soucis, il faut aller en urgence respiratoire. Mais oui, mais il ne présentait pas ces informations-là dans le set de données qui avait servi à entraîner l'algorithme. Dit autrement, il n'y avait pas d'asthmatique parce que effectivement, le personnel soignant, dès qu'il voit un asthmatique, il l'envoyait dans le service d'urgence respiratoire. Donc ils n'étaient pas enregistrés dans la base de données qui a servi à entraîner les algorithmes. Donc très attention au sujet d'équité. Un autre principe qu'on va couvrir, le principe de la responsabilité. Donc c'est effectivement quand on va se mettre à créer ou à utiliser de l'intelligence artificielle, il est très important de se poser les bonnes questions quant à la responsabilité que l'on a à utiliser ou mettre en œuvre ce cas d'usage. L'exemple le plus frappant, effectivement, c'est l'utilisation de la reconnaissance faciale. Les problématiques que ça pose, on fait partie des entreprises au niveau mondial et en France sur lesquelles nous engageons fortement à une réglementation de l'utilisation de la reconnaissance faciale. Ça peut poser un certain nombre de problématiques ou de cas de conscience. Alors après, on a effectivement aussi, en fonction des cultures, des pays, etc., un certain nombre d'approches qui sont différentes, mais c'est très important que l'on ait ce sujet de la responsabilité en tête. Bien entendu, comme on parle de données, il va de soi que de respecter les normes, les réglementations comme la RGDP, le respect de la vie privée et la sécurité. Mais là aussi, il faut anticiper les usages pernicieux que l'on peut avoir, par exemple, et le détournement de l'usage de l'IA. Je vous donne un exemple tristement célèbre pour ce qui est de Microsoft. On avait lancé en 2016 un
un agent conversationnel, un chatbot sur les réseaux sociaux qui s'appelait Tay et qui voulait juste, entre guillemets, qui voulait juste être un adolescent avec lequel on pouvait interagir pour entraîner l'algorithme et pour avoir des conversations avec lui. C'était un projet qui était issu de la recherche, mais pour pouvoir entraîner des algorithmes. En fait, en 24 heures, des petits personnes malveillantes, des petits malotrus, si vous me permettez l'expression, se sont rendus compte qu'on pouvait complètement le pervertir en ayant des conversations déplacées avec lui, et donc de pouvoir lui apprendre des choses qu'il n'était pas censé, entre guillemets, reproduire. Et donc, en l'espace de 24 heures, il a tenu des propos homophobes, racistes, etc. Mais c'est un petit peu comme si à un enfant de 2-3 ans, on lui répétait la même chose ou les mêmes propos, entre guillemets, mal placés. Il n'est pas en mesure de comprendre, mais il va se mettre à les répéter. Bon, c'est ça qui est arrivé. Ça nous a permis, on a éteint tout de suite le service, ça nous a permis d'apprendre parce qu'on ne s'était pas imaginé qu'il y aurait eu ce détournement. Il faut juste savoir que 2 ans auparavant, le même chatbot, et qui est toujours en ligne en Chine, qui s'appelle Xiaoice, avait été lancé. Aujourd'hui, Xiaoice, c'est plus de 600 millions d'active users, donc c'est assez conséquent. Les conversations, c'est 26 allers-retours, donc il est très utilisé ce chatbot. Il n'avait jamais été détourné. Donc c'est important de se dire, voilà, effectivement, peut-être dans le service que je vais mettre en œuvre en termes d'intelligence artificielle, d'identifier effectivement le sujet vie privée, le sujet sécurité, mais le sujet aussi mauvaise utilisation ou détournement de l'utilisation du service que je vais mettre en œuvre. Bien entendu, il y a un autre sujet qui est extrêmement important. Alors vous en avez peut-être entendu parler, c'est le sujet de la transparence des algorithmes ou l'explicabilité de l'intelligence artificielle. C'est vrai que en fonction des technologies d'IA auxquelles on va pouvoir avoir recours, on peut avoir de très belles performances pour, par exemple, prédire ou recommander un certain nombre de choses. Par contre, le moteur algorithmique qui a été mis en œuvre est complètement, si je puis dire, boîte noire. On ne sait pas ce qui amène à la conclusion ou au résultat, même si le résultat est pertinent. Parfois, ça peut être très problématique. Imaginez que vous avez besoin d'auditer ce qui amène à cette conclusion pour un cadre réglementaire dans un environnement bancaire, ou parce que effectivement la décision est cruciale. Il y a par exemple une vie en jeu derrière. Parce que vous avez besoin que les personnes qui vont utiliser ce service, reprenons l'exemple de mes téléconseillers qui sont en ligne et qui ont un agent conversationnel qui leur recommande un certain nombre de choses, ils ont besoin de comprendre quels ont été les critères qui ont été mis en œuvre pour cette recommandation. Donc pour toutes ces raisons, avoir une explicabilité de l'IA, et donc peut-être dégrader le moteur algorithmique qu'on a utilisé ou mettre en œuvre une IA qui va être plus explicable, c'est quelque chose qui peut être nécessaire d'avoir en tête et de mettre en œuvre. Donc tous ces sujets, on ne les a pas tous passés en revue, hein, ces principes, c'est extrêmement important de les avoir en tête, en fonction de son usage, de sa maturité et de l'évolution dans laquelle l'intelligence artificielle est en train de prendre place dans son organisation, eh bien, il va peut-être falloir se poser ces questions, mettre en place une gouvernance, mettre en place un certain nombre d'actions, et notamment, pourquoi pas, mettre en place un comité d'éthique, un bureau d'éthique, un directeur de l'éthique, etc. C'est important aussi de se dire que ces comités d'éthique ou cette gouvernance éthique, elle doit toucher toute l'organisation. Si vous prenez cet exemple-là, qui est le comité d'éthique qui existe depuis une grosse poignée d'années chez Microsoft, il touche toutes les parties de l'entreprise, aussi bien l'ingénierie que la direction financière, que le marketing, que la RH, et il a à bord le CEO. Pourquoi ? Parce que, par exemple, chez Microsoft, ce comité d'éthique, il n'est pas uniquement là pour améliorer les produits et faire en sorte qu'il n'y ait pas de biais dans les services d'IA. Il est aussi là pour se dire on ne souhaite pas répondre à tel appel d'offres, on ne souhaite pas que nos outils soient utilisés dans tel ou tel cadre. Et donc, à la fin, il y a effectivement dans ce comité d'éthique des choix qui sont très tranchés, où on a le numéro 1 ou le numéro 2 de l'entreprise qui disent non, on ne répondra pas à ce dossier parce qu'il n'est pas conforme aux enjeux éthiques. Donc, il y a beaucoup
le dossier sur lequel nous n'avons pas souhaité nous prononcer. Donc, réfléchissez dans votre évolution à ces enjeux d'éthique, à quel type de gouvernance vous auriez besoin de mettre. Ce qui est important aussi de se dire, c'est que ce sujet, personne n'a la réponse. C'est un véritable travail collaboratif. Si au niveau international, très tôt, on a souhaité mettre en œuvre et participer à Partnership en AI avec les très grands de la tech, à un niveau local, à un niveau régional, à un niveau filière, vous avez peut-être besoin ensemble de travailler sur ces enjeux d'éthique. Peut-être que la question se pose dans vos filières, dans votre industrie. Et il y a un certain nombre de coalitions et de cohortes qui se montent, et notamment en France, il y a un collectif, en l'occurrence, qui s'appelle impact-ai.fr, sur lequel il y a plusieurs acteurs qui travaillent ensemble sur ces sujets d'éthique pour adopter les bonnes pratiques, faire des recommandations aussi parce que la réglementation est plus lente à venir que les usages. Donc travailler avec la coordination nationale ou avec le groupe d'experts de l'Union européenne avant que les réglementations arrivent et le cadre réglementaire arrive, c'est extrêmement important. Et puis, bien entendu, si vous avez la chance de travailler sur des sujets d'IA et que vous êtes vous-même data scientist, que vous travaillez dans la data science dans une organisation, il y a des outils, donc vous en voyez là quelques-uns, qui peuvent être mis en œuvre, qui peuvent être utilisés pour justement adresser ou aider à adresser certains de ces sujets liés par exemple à l'équité pour débiaiser par exemple les datasets, pour favoriser la transparence des algorithmes, etc. Alors, on est rentré dans ce que c'était que l'IA, on a parlé cas d'usage et on a parlé un sujet un peu plus lourd qui est la partie éthique et responsable. Alors maintenant, rentrons dans le dur si on est une organisation. Comment je démarre ? Comment je trouve mon premier cas d'usage ? Comment je me lance ? Souvent, c'est cette question que l'on se pose quand on est une organisation. Et très souvent, on s'aperçoit qu'il y a un schéma mental, je pense, qu'il faut casser. Non, l'intelligence artificielle, ce n'est pas qu'un sujet d'innovation. L'intelligence artificielle, ça peut être mis en œuvre à toutes les étapes de son organisation, à chacun de ces endroits. On peut très bien mettre l'intelligence artificielle au service de l'optimisation de ces processus. Ce n'est pas uniquement pour les nouveaux services ou pour apporter de l'innovation. Et là encore, c'est extrêmement important de se dire, oui, mais l'IA, ce sera après quand j'aurai fini ma transformation digitale. De vous à moi, comme si elle allait se terminer un jour. Non, on peut très bien ne pas avoir, entre guillemets, fini ou entamer sa transformation digitale sur son site de e-commerce et se dire, oui, mais si j'utilisais quelques algorithmes en intelligence artificielle pour optimiser ma gestion de stock, je pense que je gagnerai en productivité, je gagnerai en gain opérationnel, là, maintenant, tout de suite. Et encore une fois, là, on n'est pas en train de parler de data science. Mettre en œuvre de la gestion de stock avec de l'intelligence artificielle, il y a des solutions qui existent chez plein d'éditeurs de logiciels, il y a des algorithmes qui sont pré-entraînés qui peuvent vous aider à le faire et à être mis en œuvre. Et on n'est pas en train de faire toute la révolution de votre site e-commerce, etc. Donc, une fois qu'on a balayé des idées reçues, comment peut-on trouver ces cas d'usage et là où ça ferait du sens de mettre de l'intelligence artificielle ? Alors, je vous propose un cadre de travail assez simple. Application, processus métier et employé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, passez en revue l'ensemble de vos patrimoines applicatifs. Un patrimoine applicatif, ça commence déjà dès votre site web. Quelles sont les applications que vous avez aujourd'hui et dans lesquelles, si on infusait de l'intelligence artificielle, on apporterait de la valeur ajoutée ? Si on mettait ce côté conversationnel, si on mettait de l'analyse prédictive, si on mettait de la reconnaissance de caractères ou de la reconnaissance visuelle, de l'analyse automatique d'images ou de texte, est-ce que ça apporterait de la valeur supplémentaire ? Est-ce qu'on y gagnerait en termes de valeur et de pertinence ? Je fais attention à ne pas parler uniquement ROI, on en parlera tout à l'heure. Après,
Regardez vos processus verticaux ou vos processus horizontaux, votre service marketing, vos ventes, votre service client. Est-ce qu'à ces endroits-là, il n'y a pas des solutions qui existent déjà sur le marché ou des solutions que vous pourriez développer qui amélioreraient l'efficacité de ces processus? Et d'une manière générale, sur aussi votre secteur d'activité, y a-t-il pas des scénarios qui existent, qui sont déjà mis en œuvre ou que vous pourriez mettre en œuvre et qui amélioreraient aussi un certain nombre de solutions ou de problématiques métiers. Donc, passez en revue vos applications, passez en revue certains processus métiers, mais également passez en revue certains de vos employés. Si vous me passez l'expression, regardez, n'y aurait-il pas dans vos organisations des employés, des métiers auquel, si on donnait des outils avec de l'intelligence artificielle à l'intérieur, ils gagneraient à passer moins de temps sur des tâches rébarbatives et sur lesquelles on pourrait leur faire passer plus de temps sur des tâches à haute valeur ajoutée, sur lesquelles on diminuerait la pénibilité, ou on améliorerait la satisfaction utilisateur, etc. Quels sont ces groupes d'utilisateurs? Et ce n'est pas forcément des groupes haut placés dans les organisations, hein, et le but non plus, c'est pas de regarder les tâches qui seraient automatisables pour remplacer des jobs, loin de là. Mais regardons par aussi famille de métiers, là où il y aurait des opportunités à s'en saisir. Et une fois que vous avez trouvé ce cas d'usage, ou des potentiels cas d'usage, regardez. Alors, je vous fais la petite spirale, mais très rapidement. Regardez sur la base de ce potentiel cas d'usage si vous avez les données, ou si elles sont facilement, si on peut les obtenir facilement. Les obtenir facilement, c'est peut-être désiloter cette donnée, mais c'est peut-être aussi mettre des capteurs ou mettre des caméras, ou voilà. Dans une chaîne de production, à partir du moment où on met des caméras, on voit ce qui se passe, et c'était en l'occurrence, par exemple, sur des pièces détachées ou des choses comme ça, ou à partir du moment où on prend des photos de factures, ça y est, on a la donnée, on ne l'avait pas avant. Est-ce que vous avez les capacités? Alors, les capacités, c'est à la fois d'un point de vue technologique. Est-ce que c'est de l'IA pré-entraînée ou il va falloir faire du custom? Est-ce que vous avez les bonnes capacités techniques, les développeurs, ou est-ce qu'il faut aller les chercher? Et puis, impliquer très tôt vos métiers pour travailler sur ce cas d'usage, pour lui apporter la pertinence, pour le développer, pour créer de la confiance à adopter ce cas d'usage, pour faire en sorte qu'après, ça devienne un premier succès, que vous puissiez capitaliser dessus et que vous favorisiez cette culture d'utilisation de la data, de l'IA, et puis après aller chercher d'autres cas d'usage. Donc voilà quelques petits exemples pour démarrer. On a touché du doigt la notion de culture. Pourquoi je parle de culture? Parce qu'en fait, dès qu'on va vouloir être de plus en plus orienté intelligence artificielle et travailler sur cette donnée, devenir une organisation beaucoup plus favorable à l'intelligence artificielle et aux bénéfices qu'elle va pouvoir nous apporter, on va avoir effectivement 3 axes de travail d'un point de vue culture d'entreprise. Le premier, c'est comment devenir une entreprise, entre guillemets, pilotée par la donnée. Alors, j'aime pas trop le côté piloté par la donnée. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que la donnée qui pilote, mais c'est important de baser ses décisions ou ses actions à partir de certaines de la donnée. Qu'est-ce que ça veut dire d'être data-driven, comme on dit en anglais, donc piloté par la donnée? Être piloté par la donnée, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire, entre guillemets, mettre 2 choses en œuvre. La première, c'est déjà être capable de partager cette donnée au sein de l'organisation. Donc, d'un point de vue technologique, de pouvoir, la capter, la stocker, la structurer, la mettre à la disposition. Donc il y a une dimension technologique que de gérer cette donnée. Mais il y a une dimension culturelle. Si je vous dis partager la donnée, ça veut dire faire en sorte que les personnes se mettent à la partager. Ça veut dire qu'on va devoir certainement casser des silos organisationnels. Ça veut dire certainement qu'on va être confronté à des freins managériaux, que de partager quelque chose qui est souvent un des socles sur lesquels reposent nos structures managériales, en l'occurrence la détention du savoir ou de l'information. Donc, vraiment être capable de mettre en commun la donnée qu'il y a dans un service commercial, avec le service logistique, ou avec une entité A et une entité B, etc., dans une organisation, pour pouvoir avoir le maximum d'informations, parce qu'en ayant le maximum d'informations sur un scénario à proprement parler, on va pouvoir en tirer la substantifique moelle et justement avoir des algorithmes les plus performants possibles pour répondre à une problématique métier. Ça peut très souvent relever d'un changement culturel d'organisation.
également, la clé pour avancer dans l'intelligence artificielle, et pas que dans l'intelligence artificielle, d'une manière générale dans la transformation digitale, c'est faire en sorte qu'on puisse donner les clés aux collaborateurs d'être en autonomie, d'être au cœur de cette transformation, d'être inclus dans cette transformation. Ce que l'on dit très communément en anglais, le côté empowerment. Alors, je ne sais pas si on dit empouvoirment en français, mais je dirais plutôt, on va dire, autonomisation et inclusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez vraiment faire en sorte qu'il y ait des scénarios qui aient de la pertinence métier, il faut que les personnes au plus proches des métiers soient inclus très tôt et qu'elles aient les moyens, les outils de pouvoir se dire tiens, effectivement, on pourrait faire tel cas d'usage, on pourrait utiliser tel outil. La collaboration entre vos métiers et vos équipes techniques, vos équipes de data science va être extrêmement importante. Donc il faut créer cette culture qui permet d'identifier au plus proche des métiers les opportunités, les gisements, et faire en sorte que ces personnes-là soient impliquées très tôt dans les projets. J'enfonce certainement des portes ouvertes, mais je vous assure que faire parler la data, c'est pas une problématique de data science. Ça, les data scientists, ils savent faire parler la data, mais faire en sorte que la data va ressortir et une véritable pertinence métier, là, c'est vos experts. Et très souvent, les experts sont beaucoup plus proches du terrain que des hautes strates. Et puis, bien entendu, il y a cette dimension responsable, cette dimension éthique qui va peut-être être nécessaire de mettre en œuvre quand on va commencer à toucher les sujets d'intelligence artificielle ou certains sujets d'intelligence artificielle. Donc, derrière des projets d'intelligence artificielle, il y a certainement ce côté transformation culturelle de l'organisation. Et c'est important aussi dans la transformation culturelle de l'organisation de parler de conduite du changement. Donc, je ne vais pas faire des cours de conduite du changement et on ne va pas rentrer dans les détails, mais je vais vous donner un exemple. Et je vais vous donner un exemple qui est significatif parce que volontairement, c'est un exemple Microsoft et on pourrait se dire par défaut, bah oui, mais chez Microsoft, c'est une boîte de geeks, c'est une boîte qui a de l'IA, donc chez eux, la transformation, elle se fait comme ça. Eh bien, c'est un très bon exemple pour vous montrer que chez nous aussi, il y a les mêmes problématiques et les mêmes freins. Et je vous donne quelques clés sur la manière dont on a essayé de régler et d'avancer. L'idée était très simple. Est-ce que, par exemple, dans le service financier, on ne pourrait pas utiliser du machine learning, utiliser de l'intelligence artificielle pour améliorer les choses? Je ne rentre pas dans le détail du cas d'usage parce que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. On n'avait pas forcément d'idée du cas d'usage. Le premier réflexe, quand on a parlé de machine learning et d'intelligence artificielle à des personnes côté finance qui avaient un certain nombre d'expériences, bah c'est le premier réflexe de tout individu. Moi, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans d'expérience, c'est pas du machine learning qui va faire mon job mieux que moi. Ou alors, en quoi il va être plus pertinent, ou on veut me remplacer, ou voilà les freins auxquels on a été confrontés. Et les premiers éléments sur lesquels il a fallu travailler, c'est clairement d'abord de faire comprendre, de sensibiliser ses collaborateurs sur, effectivement, au service financier, leur expliquer comment ça marche l'intelligence artificielle, comment ça marche le machine learning, comment on va entraîner des algorithmes, qu'est-ce que les algorithmes vont pouvoir permettre de faire. Et là, une fois qu'on a des personnes qui sont beaucoup plus éclairées sur comment ça marche et ce que ça peut faire, on a des personnes qui vont beaucoup plus être en mesure de se dire mais oui, mais alors si on avait ça, on pourrait faire ça. Et là, la question qui a été posée, c'est alors où est-ce qu'est votre caillou dans la chaussure? Quel est le caillou dans la chaussure que vous aimeriez que le machine learning, l'intelligence artificielle résolve ou enlève, pour parler du caillou? Et en l'occurrence, ce qui a été remonté, c'est de dire écoutez, c'est très simple, il y a un processus chez nous qui implique 1000 personnes 3 jours par semaine toute l'année. Donc régulièrement, c'est le process de forecasting, de prévision des résultats financiers, avec un taux qui est pas trop mauvais, 2,5% d'erreur, mais on peut peut-être faire mieux. En tout cas, c'est pas forcément la performance en termes de taux, mais c'est surtout le temps qu'on y passe, quoi. Est-ce qu'on peut pas améliorer cela? Et donc, en créant, en sensibilisant, en leur faisant comprendre et en créant le désir, ce cas d'usage a été identifié. Il se trouve que ce cas d'usage, il a été travaillé, il a été mis en œuvre. Maintenant, l'ensemble des financiers du groupe travaillent avec du machine learning et de l'intelligence artificielle.
Outre le fait qu'effectivement, on est passé de 2,5% de taux d'erreur à 1,5%, aujourd'hui, le temps passé pour faire ce forecasting, pour faire cette prévision, est largement diminué, mais c'est surtout que ces mêmes personnes, aujourd'hui, passent plus de temps à discuter avec les entités métiers. C'est-à-dire là où elles passaient un temps incroyable à être le nez dans les chiffres, passez-moi l'expression, elles sont avec les équipes terrain pour parler de la pertinence et de comment améliorer un certain nombre de choses. Donc elles ont des discussions à beaucoup plus de valeur ajoutée pour l'entreprise que d'être juste dans les chiffres. Donc voilà un exemple sur la manière de faire avancer et travailler sur cette conduite du changement, cette culture star. Et c'est important dès le petit cas d'usage. Votre premier chatbot, parce que je prends ça comme exemple, si vous vous dites « tiens, j'ai envie de faire un chatbot, etc. », mettez très tôt les équipes terrain à travailler dessus. Quelle est la pertinence? Qu'est-ce que je veux faire? Comment elles vont l'adopter? Comment faire en sorte que, même si ça répond qu'à 80% des demandes, tout le monde ne soit pas à chercher la petite bête, mais surtout se dise ah bah si, ça va nous décharger d'un certain nombre de choses. Comment faire en sorte que il y ait de la valeur, il y ait de l'appropriation, il y ait des personnes qui sont impliquées et que très rapidement, cette mise en œuvre de l'intelligence artificielle apporte la valeur que vous souhaitez qu'elle ait. Et donc, on va parler, entre guillemets, on a identifié son premier cas d'usage et on va vouloir aussi faire un chemin progressivement vers une forme, alors d'industrialisation, peut-être que c'est un bien grand mot quand on est une petite ou une moyenne organisation et qu'on n'a pas encore démarré son chemin vers l'IA, mais ce qui est intéressant, c'est le cheminement que j'ai envie de partager avec vous. D'abord, ce qui est important, c'est qu'on a parlé d'un cas d'usage, mais imaginez qu'on en ait plein des cas d'usage. Imaginez que vous ayez fait cet exercice de paperboard ou de brainstorming et vous avez plein de post-it collés au mur de tous les cas d'usage que vous pourriez mettre en œuvre sur l'intelligence artificielle. Alors, on fait comment ? Comment on les trouve et comment on les classifie? Déjà, il y a aussi se dire dans mon secteur d'activité, dans mon industrie, dans ma filière, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un changement dans les comportements des acheteurs, dans les business models, dans les réglementations qui font que je vais devoir m'intéresser aussi à l'intelligence artificielle? Est-ce que par rapport à mon cœur métier, à ma proposition de valeur, il ne va pas falloir que j'utilise l'IA ou que je m'intéresse à certains scénarios. Et puis, regardez les externalités. Est-ce que mes concurrents ne sont pas en train de le faire, etc. Ça aussi pour challenger les scénarios, pour en trouver d'autres. Et puis après, de se dire, il faut que ces scénarios d'intelligence artificielle apportent de la valeur et, comment dirais-je, je puisse les classifier. Et ce n'est pas toujours facile de d'abord classer ces scénarios et se dire quelle pertinence ils ont. Alors, le cadre de travail que je vous propose, c'est de se dire, bah voilà, essayons d'être un peu comme un capital risqueur, un investisseur, et de se dire, bah tiens, voilà où est-ce qu'il faudrait que j'investisse, voilà le potentiel transformationnel, le risque ou les incertitudes liées à ces cas d'usage ou le potentiel disruptif de ces cas d'usage, et je les mets dans cette planification à 3 horizons. Sur l'horizon 1, c'est plutôt des choses qui vont améliorer mon métier de tous les jours, mon exécution. Sur l'horizon 2, c'est plutôt des scénarios qui vont améliorer ma croissance, et sur l'horizon 3, c'est plutôt des choses qui sont éminemment transformationnelles pour mon organisation. Et puis aussi, les classer de cette manière-là. Est-ce que c'est un cas, en bas à gauche, qui va améliorer mes opérations? Par exemple, mettre en œuvre des capteurs et de l'intelligence artificielle sur mes machines-outils et faire de la maintenance prédictive, ça ne change rien concrètement forcément à mon business model peut-être, mais j'améliore un peu mes processus opérationnels. Maintenant, ce cas d'usage-là de maintenance prédictive, il peut être clairement aussi incrémental. Imaginez que demain, cette offre de maintenance prédictive, je vais prendre un ascensoriste très connu, en l'occurrence c'est ThyssenKrupp, qui a commencé à mettre
de la maintenance prédictive sur ces ascenseurs, c'était un cas d'amélioration opérationnelle, mais c'est devenu incrémental, c'est devenu une offre commerciale de se dire, oui, maintenant, le fait que nos ascenseurs aient de la maintenance prédictive, ça va être une offre, elle va s'appeler Max, et on va vendre cette offre de maintenance prédictive, etc., à nos nouveaux clients, etc. Donc ce cas, il peut être aussi amélioré en incrémental. Ça peut être aussi de l'incrémental d'un point de vue transformationnel. Avant, je faisais de la maintenance en envoyant des techniciens surveiller mes installations, mes rails sur mon chemin de fer. C'est un cas très concret. À certains endroits, c'est très compliqué de faire cette maintenance avec des humains et je voudrais le faire de manière plus rapide. Donc là, je vais utiliser des drones. Ça, c'est un cas qui est, par exemple, en l'occurrence à la SNCF avec leur filiale Altamétris. Donc, pouvoir le classer d'un point de vue incrémental, mais d'un point de vue transformation de la manière de faire. Et puis, il y a des choses qui sont éminemment transformationnelles en termes de business model. Donc, en fonction de ces cas d'usage, classez-les par rapport à votre planification, à vos priorités, à ce qui relève du transformationnel, etc. Et puis, regardez aussi la valeur que ça peut vous apporter et alignez-vous très tôt sur la valeur de ce cas d'usage. Alors, je dis bien valeur et pas forcément ROI. Parce que très souvent, on a une approche uniquement ROI des projets, quels qu'ils soient d'ailleurs, en transfo digital ou en intelligence artificielle. Je ne dis pas que ROI parce que ce n'est pas souvent facile de mesurer le ROI quand on va mettre par exemple, je vais reprendre mon exemple d'agent conversationnel à destination des populations au métier. Aujourd'hui, l'agent conversationnel à destination des populations métiers, c'est difficile de savoir quel est le retour sur investissement. En revanche, leur donner cet agent conversationnel qui va l'aider à les conseiller, leur donner la bonne information, etc., on a beaucoup de valeur, on augmente la satisfaction utilisateur. Donc le vrai sujet, c'est moins de mesurer le retour, entre guillemets, quantitatif que le retour aussi qualitatif. Donc ayez cette double grille de lecture qui est de se dire, voilà, c'est quoi la valeur de ce cas d'usage et n'ayez pas qu'un prisme uniquement purement ROI financier. Voilà. Alors, c'est important de se dire que dans cette transformation digitale, l'ensemble des parties prenantes d'une organisation vont devoir être à bord. Et là, je vous ai donné un exemple pour une grande organisation, mais c'est important de se dire, voilà, quelle est, dans cette transformation liée à l'intelligence artificielle, quelles sont les grandes choses que la direction va devoir progressivement mettre en œuvre. Côté RH, pour la formation, l'acculturation ou la montée en compétences de certains profils, côté technique, côté métier, etc. Il y a un certain nombre d'actions sur lesquelles vous allez, dans votre cheminement, devoir avoir un plan de transformation liée à l'intelligence artificielle. Je ne rentre pas dans le détail. Après, il y a clairement un enjeu de compétences et ce sera un des derniers chapitres, enfin le dernier chapitre que je voudrais aborder avant de prendre les questions et les réponses. Alors, pour parler des compétences, je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat, puisque quand on parle des compétences et d'intelligence artificielle, la première question qui vient en tête, c'est est-ce que l'IA va prendre mon job ? En gros, dans les organisations, c'est un peu la question. Et quels emplois l'IA va remplacer. Alors, on ne va pas rentrer dans ce débat directement de cette manière-là. Je vais vous donner juste quelques exemples. Je vous invite oui, il y a beaucoup de tâches qui sont, entre guillemets, automatisables. Et je vous invite à lire les dernières études qui ont été publiées. Il y a des jobs qui ont effectivement que 5% en termes de tâches qui sont automatisables et d'autres 90%. Donc, on peut se poser la question des jobs avec 90% des tâches automatisables. Maintenant, si on regarde les dernières transformations industrielles, par exemple aux États-Unis, il n'y a qu'un seul job qui a disparu, pas avec l'IA, mais avec la transformation industrielle, c'est celui d'ascensoriste. C'est plus une transformation des métiers qui va s'opérer. Et j'ai envie de vous donner l'exemple, par exemple, du radiologue, puisque c'est toujours celui qui est mis en lumière quand on parle de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que si on regarde basiquement les résultats, on va prendre un radiologue, alors prenez pas pour argent comptant les chiffres que je vais donner, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc un radiologue à qui on donne des images, par exemple, pour identifier, je sais pas moi, des tumeurs ou des choses comme ça, il va avoir un taux de réussite à 90%.
Et puis, on va le comparer avec une IA entraînée qui, elle, va avoir un taux de réussite à 93%. Donc, on va montrer du doigt le radiologue qui a seulement 90% versus 93%. Seulement, ce que l'on ne dit pas, c'est que l'IA, elle a été entraînée sur une expérience de radiologue équivalente à 10 000, je ne sais pas, radiologues, vu la quantité de data qu'on lui a fait ingérer. Et ce qu'on ne dit surtout pas, c'est que si on met ce même outil d'intelligence artificielle dans les mains de ce même radiologue, on passe à 97% de taux de réussite. Et que ce 97%, il est peut-être même pas du tout atteignable uniquement avec la machine. On peut peut-être pas passer de 93 à 97. Ce serait beaucoup trop complexe. Le vrai sujet aussi, c'est de se dire, dans les compétences du radiologue, quelles sont les compétences et quels sont et pas que les métiers, on parle plutôt de compétences, qui ne seront jamais remplacées par la machine. Tout ce qui relève de la créativité, de la stratégie, de l'empathie et des choses comme ça, on ne pourra pas le remplacer par la machine. Donc le vrai sujet, il est plus de se dire comment demain, avec les services cognitifs ou entre guillemets avec l'intelligence artificielle qui va nous apporter de l'automatisation à certains endroits, comment on collabore entre l'humain et la machine. Et c'est surtout aussi de se dire, dans l'ensemble des jobs, et pas les jobs qui vont être impactés, dans tous les jobs, quelle est la part de compétences que nous allons devoir avoir sur la technologie, comment on monte tous d'un cran sur les sujets du numérique, sur les sujets de data et d'IA, sur les sujets, pourquoi pas, d'éthique, et puis surtout, comment on exacerbe et on travaille sur les compétences transversales. Regardez cette étude, oui, on va tous devoir monter plus en compétences sur la partie technique, mais on va devoir de plus en plus avoir des compétences transversales, les fameuses soft skills qui vont être prépondérantes. Si demain, moi, contrôleur financier, j'ai quelque chose qui m'automatise un certain nombre de tâches, mon esprit analytique, c'est très bien. Mais ma compréhension du business pour mes conversations, ma transversalité ou d'autres types de compétences, c'est celle-là qu'il va falloir que je muscle dans mon organisation. Donc ça pose ceci en termes de questions de compétences. Et ça pose aussi une autre question, c'est que oui, il y a par exemple, si on prend le territoire français, une opportunité énorme avec l'intelligence artificielle en termes de métiers. Regardez le nombre de métiers qui va être demandé d'ici 2023. Mais il y a une opportunité et un gisement en termes de diversité. Parce que 80% des personnes qui sont formées sur l'intelligence artificielle sont des hommes. Plus de 70% sont des personnes qui sont formées à un niveau master ou plus. Voilà pourquoi, avec Simplon, on a créé les écoles IA pour avoir un niveau qui est aujourd'hui reconnu par l'État, un niveau équivalent Bac plus 3. Et puis, regardez les secteurs d'activité aujourd'hui qui sont le plus liés à l'intelligence artificielle. On voit effectivement les secteurs technologiques, c'est un peu normal. L'éducation, parce qu'on a beaucoup de chercheurs ou autres, mais enfin, l'éducation... c'est pas dans l'éducation qu'il y a de l'IA, hein, c'est l'éducation à l'IA. L'industrie et la manufacture, un peu la finance, mais enfin, il y a un gisement d'opportunités pour que l'intelligence artificielle soit utilisée par un grand nombre de personnes. Donc ça pose vraiment une question en termes d'organisation, de se dire comment on diffuse cette sensibilisation, cette acculturation à l'intelligence artificielle à tous les niveaux de l'entreprise pour que, par exemple, les managers et les dirigeants soient suffisamment, entre guillemets, éclairés pour vouloir l'adopter, pour qu'on ait les bons profils métiers qui, demain, vont travailler avec l'intelligence artificielle. Les bons profils métiers, c'est aussi, pourquoi pas, des personnes qui sont en première ligne. Les fameux cols bleus. Demain, comment on fait en sorte qu'ils soient des agents du changement, qui soient compétents sur un minimum les outils qu'ils vont vouloir avoir entre les mains ou qu'ils vont devoir avoir entre les mains pour favoriser cette transformation, et quels sont aussi les métiers d'un point de vue technologique, la montée en compétence de ces équipes techniques ou les nouveaux jobs de type, par exemple, développeur en intelligence artificielle qui vont être nécessaires dans l'organisation, parce qu'effectivement, comme vous l'avez compris, tout ne se résume pas avec l'intelligence artificielle à la data science. On a aussi besoin d'autres profils comme les développeurs en IA. Donc c'est ce que l'on essaye de faire d'une manière générale chez Microsoft, que de travailler aussi bien à des scénarios vraiment qui ont de la pertinence, mais surtout à accompagner
tout un chacun dans ces montées en compétences et on est ravis de pouvoir le faire dans les écosystèmes locaux comme ici à Brest. Et d'ailleurs, donc, je reviens sur ce dont on a parlé au début, ça me permet de boucler la boucle. Cette deuxième promotion de l'école IA qui est là, donc c'est une belle opportunité pour des apprenants, pour des personnes qui souhaiteraient être en reconversion ou qui voudraient apprendre un nouveau métier. C'est surtout une formidable opportunité pour les organisations et les entreprises que de prendre ces apprenants et que d'avoir des développeurs qui vont pouvoir travailler sur des cas d'usage qui, effectivement, sont liés à votre secteur d'activité, à vos industries et vous permettent d'avancer et de franchir le pas. Peut-être vous avez déjà fait une dizaine de pas sur l'IA, mais en tout cas d'accélérer votre transformation sur l'intelligence artificielle. J'étais ravi de vous partager l'ensemble des éléments liés à cette AI Business School en version réduite. Je pense qu'on a terminé et qu'on va avoir quelques questions et réponses. Avant de prendre les questions et réponses, si vous voulez trouver tout ce contenu et même des webinars et des choses comme ça, n'hésitez pas. Vous allez sur aka.ms/FRAIBS, enfin vous tapez AI Business School, vous allez voir, il y a énormément de choses. En tout cas, avec grand plaisir pour revenir, pour pouvoir échanger avec vous et puis rapprochez-vous de l'écosystème local pour avancer sur vos scénarios. Et maintenant, je suis preneur de toutes les questions. Oui, merci beaucoup pour cette session. Alors, dans les questions, il y avait déjà une question technique de savoir est-ce que la conf sera accessible, etc. Donc, effectivement, le replay va être accessible très, très rapidement. Donc, possibilité évidemment de revivre cette conférence. Il y avait une question par rapport à l'action de Microsoft pour rendre ses data centers plus écologiques. Est-ce que... Oui, j'imagine qu'il y a un sujet là-dessus pour tous les... ça ne concerne pas que Microsoft, mais comment se positionne Microsoft sur cette question ? Super question. Super question parce qu'effectivement, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle beaucoup d'utiliser de la puissance de calcul et donc des data centers. Et on sait que ça représente à peu près 5 à 7% de toute la consommation d'électricité mondiale. Alors, on a, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, il y a plus d'1 an maintenant, fait des très grosses annonces sur notre stratégie environnementale. Donc pour ceux qui ont un petit peu creusé le sujet, on a annoncé on est déjà neutre en carbone depuis 2012, qu'on serait négatif en carbone d'ici 2030 sur nos 3 scopes. Donc je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça, mais y compris ce qui inclut nos écosystèmes. En gros, si vous jouez à la Xbox, vous êtes compris dedans. Et négatif en carbone, ça veut dire qu'on va réabsorber plus de carbone qu'on en a émis. Et après, en 2050, on aura effacé tout l'empreinte carbone de Microsoft depuis 1975. Pour faire ça, effectivement, il y a énormément de travail sur plein d'enjeux et un des enjeux, effectivement, c'est d'avoir les data centers les plus verts possibles. Cette année, on a plus de 66% de la consommation énergétique de nos data centers qui est en énergie renouvelable et on prévoit de passer à intégralement 100%. On a beaucoup de travail aussi sur le côté économie circulaire, en tout cas recyclage des data centers, c'est-à-dire qu'effectivement comment on fait pour que quand on change les serveurs, ils puissent être redémontés, réutilisés, etc. Donc ça, c'est beaucoup de travail que l'on fait là-dessus. Puis après, on travaille sur des choses qui sont extrêmement pointues pour réfléchir aux data centers de demain. Je vous invite à regarder pas mal de vidéos sur un projet qui s'appelle Projet Natic. C'est un petit data center qui tient dans un container. On y travaille avec écoutez, Naval Group. Donc je pense que vous les connaissez, ils sont pas très loin. Hein, une petite PME locale. Oui, voilà. Ils nous aident justement à créer ce data center du futur qui va être un data center sur lequel on est déjà en phase 2, que l'on va pouvoir immerger, qui va consommer beaucoup moins, qui tombe moins en panne et qu'on peut mettre au plus proche des besoins des utilisateurs, c'est-à-dire près des côtes, etc. Donc il y a énormément de travail qui relève de choses éminemment concrètes et opérationnelles tout de suite sur les énergies renouvelables, sur le recyclage, mais des choses qui seront demain et en termes de nouveaux data centers. Mais après, il y a aussi même des choses encore plus poussées dans la recherche sur tout ce qui est optique et des choses comme ça. Donc
On est avec des ambitions fortes et des actions concrètes, mais également des choses qui sont à moyen long terme en termes de recherche et développement. Bien sûr. Il nous reste 2 minutes, donc 2 questions. Donc on va essayer de faire des réponses assez rapides pour rester dans le timing, mais sur des sujets assez larges. Il y en a une qui concerne l'aspect cloud souverain. On a une conférence d'ailleurs demain matin sur le côté souveraineté, et donc les contraintes du Cloud Act. Là-dessus, voilà, quelle est un peu la position de Microsoft également là-dessus? Bon, ça va être dur de faire très court. D'abord, il faut savoir qu'on s'est battu depuis toujours sur ces histoires entre guillemets de cloud. C'est-à-dire qu'on a toujours refusé contre tout juge américain de donner les données des utilisateurs dans les pays, et que c'était d'abord la souveraineté des États qui primait sur les juges américains, etc. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on est encore plus impliqué et respectueux des réglementations, de la GDPR et des choses comme ça. Regardez également ce qu'on a annoncé au niveau européen sur les données personnelles, regardez la conformité des data centers, et puis regardez aussi comment, pour répondre à des enjeux de cloud souverain, eh bien, on a fait quelque chose qui n'existe nulle part dans le monde. Regardez les annonces qui ont été faites sur Bleu, entre Orange et Capgemini, où quelque part, ils vont créer un véritable cloud souverain avec des personnes en France, avec des choses qui vont être en France, et nous, on leur donne, entre guillemets, la technologie. C'est-à-dire que ça ne va pas être sur notre cloud à nous, on leur donne nos outils pour que, en France, il y ait les meilleures technologies à la disposition de tout un chacun, mais sur un cloud souverain. Donc on peut pas, je pense pas qu'on puisse aller aussi loin, enfin en tout cas plus loin dans cet aspect-là. Donc s'il n'y a qu'une réponse à donner, regardez les annonces sur Bleu. Très bien. Je vois qu'il y a une autre question qui est arrivée aussi, c'était, on va essayer de faire rapidement aussi, est-ce que restreindre la recherche de l'IA avec des questions éthiques ne va pas accentuer le retard que l'Europe a avec la Chine et les USA dans ce domaine? Très bonne question. Très bonne question, c'est des vraies réflexions, et notamment on en parlait il n'y a pas très longtemps avec le collectif Impact AI, dont on fait partie, et notamment avec Julien Chiaroni des Grands Défis. Oui, il faut effectivement avoir une approche réglementaire, il faut avoir effectivement une réflexion éthique, mais comment on fait pour avoir une approche réglementaire et une réflexion éthique quand on a besoin d'agilité et de favoriser l'innovation? C'est une vraie réflexion que de se dire comment on crée effectivement, pourquoi pas, un endroit, un bac à sable où on puisse innover très rapidement, un peu comme en biologie ou sur les sujets de génomique, où on pourrait travailler tout en ayant un cadre réglementaire et un cadre éthique. Voilà. Très bonne question, j'ai pas la réponse, mais effectivement, on doit avoir une innovation responsable, une innovation française, européenne, et tout en travaillant et en étant exemplaire. Je pense qu'on a les moyens en France et en Europe d'avoir de l'innovation souhaitable. Mais se concentrer que sur le souhaitable et pas accélérer la partie innovation, oui, ça mettrait l'Europe dans un étau entre les puissances de l'Ouest et de l'Est. Ok, très bien. Et dernière question qui fera la transition avec la prochaine session. Alors, on a 2 sessions à suivre. Ici, sur le plateau télé, à 11h, on va parler santé, avec la session pilotée par le CHRU. On va parler de chirurgie, on va parler d'acoustique, on va parler d'investissement, Kinnovéo, etc. Donc ça va être top. Dans un quart d'heure, il y a une autre session qui démarre, donc toujours en ligne, en mode webinaire, avec Stéphane de l'école, une session qui s'appelle Moi développeur, demain développeur et Data IA, et avec des retours d'expérience sur d'où ils viennent, pourquoi ils ont choisi l'école, qu'est-ce qu'ils ont dû surmonter, etc. Bon bref, leur parcours, donc ça va être top. Et la question du coup est liée, quelle est la différence entre ingénieur IA et développeur IA ? Donc peut-être reprendre rapidement là-dessus. Ok, en fait, si vous regardez la plupart des curriculums qui existent aujourd'hui sur le marché, c'est des niveaux Bac plus 5 et plus. Donc c'est super. Donc vous avez la chance d'avoir des super diplômes, d'avoir travaillé un certain nombre de choses. On peut, et de plus en plus, on va avoir besoin dans les entreprises de personnes qui sont des bons développeurs. Donc qui sachent développer, qui sachent utiliser des algorithmes entraînés, qui sachent utiliser des API, qui sachent utiliser un certain nombre de datasets, etc. Pas
faire de la data science, mais utiliser ces éléments-là. Et c'est ça qu'on apprend dans les écoles Donc des Microsoft. compétences aussi intermédiaires qui vont vraiment matcher avec les besoins des entreprises. Exactement. Et donc en 12 mois en 7 mois de formation intensive et 12 mois d'apprentissage, c'est ce qu'on essaye de donner aux développeurs en IA avec entre guillemets un ticket d'entrée, un niveau d'entrée qui est relativement faible en termes de ce que l'on attend en termes de mathématiques ou de développement, etc. Donc c'est la méthodologie pédagogique et puis l'expérience de Simplon sur lequel on s'appuie. Donc la grosse différence, c'est le parcours initial, les formations qui sont faites. Et quand vous faites ingénieur et que vous avez 3 ans derrière vous sur le numérique, le dev, l'IA, vous avez un niveau d'expertise qui n'a rien à voir avec 7 mois plus 12 mois. Par contre... Mais les deux sont exactement, les deux en entreprise. Hyper complémentaires Voilà. et on a besoin des deux. Ok. Et juste donc 10h45 cette session-là sur plutôt pourquoi y aller et le parcours d'apprenant. Et juste après, on enchaîne toujours en webinaire avec une autre session avec des retours d'expérience d'entreprises qui se sont lancées dans la première promo justement brestoise avec des retours d'expérience sur ce qu'ils ont pu mettre en œuvre. On a notamment le Crédit Agricole, Brest Métropole, je ne sais plus, Verlingue peut-être, qui vont revenir sur leur expérience. Bref, tout ça c'est à suivre en ligne. Je pense qu'on a fait le tour, 10h34, on est pas mal. Merci beaucoup Henrik pour votre Merci à vous, c'est un plaisir. C'était un plaisir de vous accueillir. Et donc la suite des conférences dans quelques minutes ici sur le plateau télé et en ligne. Pour tous ceux qui sont sur le site internet ou qui veulent le communiquer à d'autres personnes, je vous rappelle ai-days.bzh et ensuite tout en haut à droite il y a un picto en direct en rouge, vous cliquez dessus et ensuite vous recliquez sur les sessions qui sont actuellement en direct live. Bref, ça va bien se passer. Merci et à tout à l'heure pour la suite des travaux.